Présentés comme des merveilletons du monde antique, les enfants aztèques étaient des frères et sœurs autochtones qui ont stupéfié les foules du XIXe siècle par leur apparence unique et leurs origines mystérieuses. Mais derrière les rideaux de velours et les mythes des spectacles forains se cachait une sombre vérité. Ces enfants handicapés n'étaient pas des merveilles antiques, mais des victimes d'exploitation, de cupidité et de tromperie. Voici leur histoire. Maximo et Bartola, connus plus célèbrement sous le nom des enfants aztèques, étaient des frères et sœurs indigènes nés en Amérique centrale, très probablement au Salvador, vers la fin des années 1830. Comme vous pouvez vous en douter, il existe peu d'informations crédibles sur leur enfance et de nombreuses histoires contradictoires circulent sur leurs origines. Et comment ils sont devenus une attraction de foire. L'une de ces histoires vient de Pedro Velázquez, un écrivain qui a rédigé une œuvre en 1851 avec un titre extrêmement long que vous pouvez voir à l'écran. Dans celle-ci, Velázquez affirmait avoir fait partie d'une expédition quelques années plus tôt qui s'était rendue au Mexique pendant la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848. Au cours de celle-ci, il affirma qu'ils avaient découvert une ancienne cité appelée Ishimaya. Là-bas, le groupe aurait découvert 2 enfants à l'apparence étrange dans un temple qui seraient parmi les derniers descendants vivants de sang pur des puissants Aztèques, les anciens souverains du Mexique avant la conquête espagnole au début des années 1520. Passé en contrebande aux États-Unis, le mystérieux duo monta rapidement sur scène. C'est ainsi que commença l'ascension sensationnelle de Maximo et Bartola, les soi-disant enfants aztèques. Le seul problème avec cette histoire, c'est qu'elle était totalement et complètement inventée. Il n'y avait même pas de Pedro Velázquez, le prétendu auteur des mémoires illustrées. Pourtant, il y avait quelque chose d'indéniablement unique chez ses frères et sœurs que beaucoup pensaient prendre être des jumeaux, même si ce détail reste incertain. Ce qui était clair dès leur plus jeune âge, cependant, c'est que les 2 enfants présentaient des signes de difficultés physiques et cognitives importantes. En conséquence, leurs parents n'ont pas pu s'occuper d'eux et les ont confiés à un homme nommé Raimundo Selva, qui les aurait achetés contre de l'or et les a emmenés dans sa ville natale de Grenade, dans les Caraïbes. Mais une fois sur place, Selvas a été arrêté pour des accusations sans rapport et la garde des enfants est tombée entre les mains d'un groupe d'opportunistes. Remarquant leurs visages allongés, leur expression étrange et leur confusion face au monde moderne, le groupe y a vu un profit, pas des personnes. Ils n'ont pas vu 2 enfants vulnérables. Ils ont vu un spectacle, alors ils les ont emmenés en Amérique, prêts à les exhiber devant le monde. Une autre histoire affirme que Selva a promis aux parents des enfants qu'il les emmènerait en Amérique pour les soigner, voyant qu'ils étaient clairement atteints d'un handicap intellectuel. Dans cette version des faits, il l'a fait, mais une fois à l'étranger, il les a vendus à un certain Monsieur Morris, qui était impliqué dans les soi-disant spectacles de monstres de l'époque. Quelle que soit la version, un fait est certain. À la fin des années 1840, Maximo et Bartola se trouvaient aux États-Unis, n'étant plus des enfants dans le besoin, mais des marchandises dans le monde en pleine expansion des spectacles de monstres qui gagnèrent alors en popularité. Ceci semble être la véritable histoire de leurs origines. Aux États-Unis, pendant certains ans, Maximo et Bartola ont reçu le nom de famille Velázquez, mais comme une grande partie de leur histoire, cela aussi était une invention. Il a été emprunté à leur promoteur fictif, le personnage inventé Pedro Velázquez, créé pour ajouter du mystère. En réalité, on pense que leurs vrais parents étaient Innocent Burgos et Marina Espina. Et même leurs prénoms, Maximo et Bartola, ont probablement été inventés pour les spectacles. Bientôt, s'ils furent présentés à travers les États-Unis et l'Europe comme les remarquables enfants aztèques, soi-disant les derniers descendants d'un empire perdu. Maximo et Bartola ont fait leur début au cirque à la fin des années 1840, devenant rapidement une sensation. En 1851, ils avaient traversé l'Atlantique pour se produire au Crystal Palace de Londres, lors de l'exposition universelle, l'une des scènes les plus grandioses de l'époque. Juste un an plus tard, en 1852,
Leur succès a déclenché une bataille pour leur garde entre leurs différents tuteurs, avec des milliers de dollars échangés pour régler le différend, une petite fortune à l'époque. Leur renommée atteignit de nouveaux sommets en 1853 lorsqu'elles furent reçues en audience par le président américain Millard Fillmore. Au fil des années, la légende des remarquables enfants aztèques ne fit que grandir, même si la vérité sur qui ils étaient et n'est réellement sombrait de plus en plus dans l'obscurité. Alors, pourquoi les gens croyaient-ils que Maximo et Bartola étaient en une sorte de descendants exotiques des anciens Aztèques ? La réalité, c'est plutôt triste. Les deux frères et sœurs souffraient d'une forme sévère de microcéphalie, une maladie génétique qui entraîne un crâne plus petit ou déformé. Cela a provoqué un handicap cognitif important et leur a donné une apparence particulièrement inhabituelle, surtout combinée à leurs cheveux particuliers. Et cette apparence rare est devenue leur malédiction. Cela a donné à leurs gardiens, ou plus précisément à leurs propriétaires, l'idée de commencer à les exhiber comme les survivants exotiques d'un ancien et légendaire empire. Comme toute personne familière avec les cirques et les foires aux monstres du XIXe siècle le sait, exploiter des personnes atteintes de troubles génétiques et de maladies physiques était le fond de commerce de ces spectacles. Les personnes atteintes de nanisme et de gigantisme, ainsi que celles souffrant d'hypertrichose et d'une variété d'autres affections, étaient en des attractions courantes dans ces spectacles. C'est dans ce monde que les enfants aztèques avaient été plongés, alors qu'ils n'avaient pas plus de 9 ou 10 ans. D'un point de vue moderne, il est difficile de croire que quelqu'un ait pu être dupé au point de penser que deux enfants manifestement atteints de déficience intellectuelle étaient les descendants d'une civilisation perdue. Mais il existe une explication à la façon dont ce mythe étrange a pris racine. Le XIXe siècle était une époque où le grand public du monde occidental manifestait un intérêt croissant pour les cultures non occidentales. Cela avait commencé au XVIIIe siècle, lorsque les puissances européennes comme la Grande-Bretagne et la France avaient commencé à conquérir et à coloniser de plus en plus de terres lointaines. Par exemple, les Britanniques avaient commencé à conquérir rapidement l'Inde à partir de la fin des années 1750. À cette époque, l'intérêt principal portait sur l'étude du Moyen-Orient et de l'Inde, l'égyptologie, l'étude de l'Égypte ancienne, devenant très populaire après l'expédition militaire française dans le pays à la fin des années 1790. Au XIXe siècle, cet attrait pour les cultures étrangères s'accroissait. Il se mêlait également à un intérêt croissant pour l'histoire naturelle et les sociétés primitives, comme celles que l'on trouvait en Amazonie, dans certaines régions d'Afrique subsaharienne et dans certaines parties de l'Océanie. L'intérêt pour Maximon Bartola devrait probablement être considéré sous cet angle. Lorsque les gens ont entendu parler des enfants aztèques, ils ont voulu voir à quoi ressemblaient les personnes descendantes de l'ancien empire aztèque et comment elles se comportaient. Et le fait qu'ils avaient une apparence et un comportement si étranges ne faisait qu'ajouter au mystère qui les entourait. Pourtant, la vérité étrange est que, si quelqu'un voulait vraiment voir à quoi ressemblait une personne aztèque, il lui suffisait de chercher leurs descendants qui vivaient encore au Mexique. Le peuple Nahua, descendant des Aztèques, n'a jamais été anéanti par l'invasion espagnole. Malgré les maladies dévastatrices comme la variole et la rougeole qui ont ravagé leur population, les Nahuatl ont survécu et ils prospèrent encore aujourd'hui. Ils sont le plus grand groupe autochtone du Mexique et environ 1 500 000 personnes parlent encore le nahuatl, l'ancienne langue des Aztèques dans le Mexique moderne. Mais au lieu d'honorer cet héritage vivant, Maximo et Bartolo ont été exhibés comme les derniers survivants d'un ancien empire, un mensonge tragique vendu au monde à des fins lucratives. Au fil des années, la renommée de Maximo et Bartola n'a fait que grandir, attirant l'attention internationale. En 1853, ils parcouraient de nouveau l'Europe, devenant une véritable sensation partout où ils allaient. À Londres, ils furent même présentés à la reine Victoria, qui avait rencontré de nombreux artistes de ce genre pendant son règne. Ils furent également examinés par certains naturalistes qui, après les avoir étudiés, déclarèrent qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer les affirmations extravagantes selon lesquelles les frères et sœurs étaient des descendants des anciens Aztèques.
Au lieu de cela, ils conclurent que les enfants étaient simplement issus à la fois d'ancêtres espagnols et aztèques, bien loin du récit mythique des enfants aztèques qui les avaient rendus célèbres. Pourtant, le mythe perdura, car les foules continuaient d'affluer pour les voir. En 1860, Maximum Bartola fut vendu à nul autre que Phineas Taylor Barnum, le plus célèbre impresario du XIXe siècle. Ils rejoignirent une liste inoubliable de curiosités au musée américain de Barnum, tournant aux côtés de légendes comme Chang et Monsieur Bunker, le général Tom Pouce et le rossignol suédois Jenny Lind. Sous la direction de Barnum, Maximo et Bartolo continuaient d'être exhibés comme les enfants aztèques, mais à mesure qu'ils vieillissaient et que leur célébrité déclinait, Barnum eut recours à des mesures extrêmes. L'exploitation de Maximo et Bartolo atteignit un point culminant troublant à Londres au début de 1867. À ce stade, l'étiquette d'enfant ne tenait plus. Tous deux étaient des adultes à part entière et le stratagème initial commençait à s'essouffler. Alors leurs responsables prirent une nouvelle tournure tordue. Ils furent rebaptisés les Lilliputiens aztèques, s'inspirant des petits habitants des voyages de Gulliver de Jonathan Swift pour entretenir leurs fantasmes. Mais le numéro le plus choquant, ils ont été mariés l'un à l'autre. On ne sait pas s'ils comprenaient ce qui se passait ou s'ils avaient leur mot à dire, mais pour leurs promoteurs, c'était le coup de pub ultime. Une union étrange pour relancer le spectacle et vendre une nouvelle série de billets. Ce coup de pub effronté, une tentative désespérée de tirer les derniers profits de la célébrité déclinante de Maximum Bartola, a été justifié par l'affirmation absurde que les anciens Aztèques pratiquaient le mariage incestueux. Alors pourquoi les enfants aztèques ne feraient-ils pas de même ? Dans un spectacle grotesque, Maxima était habillée en costume de soirée, Bartola en robe de satin, et tous deux étaient exhibés devant un public payant dans une église de Londres. L'événement a été largement annoncé, présenté comme un rituel culturel étrange, plutôt que comme la farce d'exploitation qu'il était réellement. Il existe même une photographie de ce jour-là, immortalisant l'instant, mais ce qu'elle ne montre pas, c'est ce que pensaient les deux frères et sœurs, ou ressentaient pendant cet acte sans vergogne. Il y a tout autant de mystères autour de la vie ultérieure des enfants aztèques que sur leurs origines et la façon dont ils ont fini par arriver en Amérique. Il a été rapporté au début de l'hiver 1867 que Maximal était mort alors qu'ils étaient en tournée en Caroline du Sud. De nombreux récits rédigés jusqu'à récemment suggéraient que c'était le cas et répétèrent cette histoire. Cependant, cela ne semble pas s'être produit. Au contraire, d'autres preuves suggèrent que le couple a vécu jusqu'à environ 1901. Une carte postale d'un spectacle en Allemagne à cette époque-là semble les montrer âgés. Si c'était bien eux, leurs carrières ont été exceptionnellement longues. Contrairement à beaucoup de personnes impliquées dans les spectacles de curiosité de l'époque, les enfants aztèques n'ont pas pu profiter de leur célébrité pour gagner de l'argent puis prendre leur retraite. Au lieu de cela, ils sont restés sous la garde de ceux qui tiraient des profits d'eux. Il est fort probable que ces documents aient disparu des archives au fil des changements d'identité. Après tout, on ne pouvait plus les décrire comme les enfants aztèques une fois qu'ils étaient devenus adultes. Une partie de la raison pour laquelle ils ont en quelque sorte disparu de la vue du public, c'est aussi parce que de nouveaux prétendus enfants aztèques sont apparus pour prendre leur place. De nombreux cirques itinéraient à la fin du XIXe siècle avec des spectacles comme Les Derniers des Aztèques et Les Sœurs Aztèques, et cela a même continué jusqu'au XXe siècle. Le film culte Freaks de 1932, qui se déroule dans un cirque itinérant français, présentait même un numéro étrangement similaire à celui des enfants aztèques, un clin d'œil au type de spectacle qui avait fasciné et troublé le public pendant des décennies. Maximum Bartola n'était pas simplement une curiosité isolée, il faisait bien partie d'une tendance plus large dans la culture populaire du XIXe siècle où le handicap, la différence et le mythe étaient commercialisés pour le divertissement de masse. Mais dans leur cas, c'était particulièrement exploiteur, un exemple profondément troublant de jusqu'où chaman pouvait aller pour tirer profit d'histoires inventées et de vies vulnérables. C'est un type d'exploitation qui serait impensable et bien sûr illégal selon les normes d'aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Maximo et Bartola, les enfants aztèques. J'espère que leur histoire vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous voulez plus de vidéos similaires, faites-le moi savoir également. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir mes vidéos dès leur publication. C'est tout pour moi. Je vous retrouve tous dans la prochaine vie oubliée. Merci.